vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement entendu parler de l'Ozempic. Des vedettes hollywoodiennes et même Elon Musk ont révélé l'usage de ce médicament dans leur perte de poids. Approuvé par Santé Canada pour le diabète de type 2 chez les adultes, le sémaglutide, le nom de cette molécule, cible la glycémie, le sucre dans le sang. Il stimule la sécrétion d'insuline et réduit ainsi l'appétit. Cet antidiabétique est prescrit donc pour la perte de poids des personnes ayant un indice de masse corporelle de plus de 30, ce qu'on appelle obésité modérée, et il est alors remboursé. Ce médicament d'ordonnance présente toutefois des effets secondaires et les médecins ignorent encore les effets à long terme pour un simple usage amaigrissant. La publicité sur les réseaux sociaux de ce médicament, pour une administration plus large que le diabète, a entraîné au Québec une pénurie, ce qui a nui aux patients diabétiques. Alors, l'Ozempic est-il vraiment une bonne pilule pour maigrir? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Ozempic, un médicament antidiabétique qui fait beaucoup parler de lui, surtout pour maigrir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Turgeon, pharmacien et professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Desgagnés, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a des pénuries de sémaglutide, l'autre nom de l'Ozempic dans le monde, mais aussi au Québec. Utilisé pour lutter contre le diabète, il est donné aussi à des patients pour lutter contre l'obésité modérée et sévère. Plus récemment, certaines personnes le prennent aussi pour maigrir plus facilement, une tendance qui est encouragée par les réseaux sociaux. Peut-être je vais commencer avec vous, Monsieur Desgagnés. Dans une lettre ouverte, vous rappeliez il y a 2 ans que personne ne connaissait ce médicament. Comment se fait-il qu'il a gagné donc ainsi en popularité? En fait, il y a 2 raisons principales. En premier lieu, l'Ozempic, le sémaglutide, est un médicament extrêmement efficace pour soigner les patients diabétiques, donc qui assure un contrôle de la glycémie. L'autre chose, c'est que pour une des premières fois, on a un traitement qui peut aider les gens à perdre du poids. Donc, l'explosion de la demande vient du fait donc, que ce produit-là est efficace pour les patients diabétiques, mais également c'est qu'il y a une pression immense des patients pour obtenir ce médicament-là, pour leur aider dans une démarche de perte de poids. Est-ce qu'on vend un petit peu du rêve? Est-ce qu'il suffit de prendre, je ne sais pas, l'Ozempic pendant quelques temps, puis se mettre à maigrir comme ça? Le traitement avec l'Ozempic qui va aider à la perte du poids, et j'insiste sur le principe d'aider à la perte de poids, ça doit être toujours inscrit dans une démarche où on va toujours les recettes qu'on connaît qui sont depuis longtemps, là, donc améliorer la qualité de l'alimentation, de l'exercice physique, mais on le voit là, chez les gens qui utilisent ce produit-là, ça peut amener une certaine perte de poids qui dans plusieurs cas peut être nécessaire et souhaité. Là. On connaît les effets pervers et les effets sur la santé à court terme, à moyen terme, à long terme, d'avoir un excès de poids. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, mais disons que tout ce ne se fait pas gratuitement. Oui. Ça prend des efforts. Oui, professeur Turgeon. Oui, là, je rebondirais sur ce qui était dit. C'est le premier médicament sécuritaire pour perdre du poids aussi, puis je pense que c'est là où il s'en allait. Jean-François, on a eu plein sur le marché précédemment qui ont été souvent retirés du marché, qui étaient peu efficaces, qui avaient des effets indésirables importants. Puis finalement, il y en a un qui marche, c'est quelque chose qui fait des décennies, on dirait qu'on cherche. Donc, c'était quelque chose qui avait quand même un intérêt depuis un certain temps. Puis finalement, on a une molécule pour ça. Puis comme le disait M. Desgagnés,
Oui, c'est efficace, mais c'est pas seul qu'on devrait l'utiliser pour avoir un résultat. Oui, je vais rester avec vous, professeur Turgeon. Parlez-nous un petit peu justement de l'Ozempic, de son mode d'action, de cette famille de molécules. C'est quoi exactement l'Ozempic? Donc, l'Ozempic, c'est un dérivé synthétique d'une hormone qu'on sécrète naturellement, la GLP-1, glucose peptide-like 1, normalement qui est sécrétée lors de la digestion, principalement. Ce que va faire cette hormone-là, c'est de réduire augmenter la production d'insuline au niveau du pancréas, baisser la sécrétion de glucagon. Donc, la mélange de ces deux hormones-là qui montent et qui baissent va faire que le taux de sucre va être mieux contrôlé. Puis, un autre impact que ça a, c'est de ralentir la digestion. Donc, la vidange gastrique, à quelle vitesse l'estomac se vide, qui est souvent l'effet qui, lui, va amener la perte de poids. Donc, pourquoi? Parce que si mon estomac se vide moins rapidement, je vais ressentir la satiété, je vais ressentir que je suis plein plus facilement et plus longtemps. Donc, je vais simplement avoir moins envie de manger. C'est la principale voie par laquelle on perd du poids. Ça aide aussi au niveau du diabète, mais c'est probablement plus l'aspect hormonal qui aide là, au niveau du diabète avec des résultats là, très, très positifs. Entendu. L'augmentation mondiale de l'obésité est un problème de santé publique. 27% des Québécois se disaient en surpoids en 2021, plus d'une personne sur 4 donc. L'obésité est un facteur de risque majeur pour certaines maladies chroniques, dont le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même la mortalité précoce. En fait, qui devrait recevoir de l'Ozempic, à part peut-être les diabétiques? On va peut-être aussi revenir sur les diabétiques. Monsieur Desgagnés, est-ce que avec cette augmentation mondiale de l'obésité, est-ce que c'est un médicament qui peut justement faciliter ce problème de santé publique? C'est certain que le problème qu'on a vécu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, c'est un problème d'approvisionnement de ce produit-là. Dans une situation où on aurait un accès sans limite à ce médicament-là, c'est évident les communautés scientifiques pourraient évaluer la possibilité d'élargir les indications pour lesquelles on pourrait donner un médicament comme l'Ozempic, mais d'autres médicaments qui sont commercialisés aussi, qui ressemblent un petit peu à l'Ozempic, qui peuvent avoir également un effet pour la perte de poids. L'enjeu principal qu'on a vécu dans les dernières semaines et qui a été un casse-tête, mais sans nom pour nos collègues pharmaciens, c'est que on avait des patients qui nécessitaient ce médicament-là et on n'était pas capable de s'en procurer. Donc, on a dû négocier, avec les patients, on a dû changer les traitements, donc ça a été vraiment problématique. Mais comme je vous dis, dans une situation où on aurait un accès plus simple, plus facile, sans contrainte d'approvisionnement, c'est clair que je suis convaincu qu'il y a une partie importante de la population qui pourrait bénéficier pour leur santé du traitement avec l'Ozempic. Oui. Qui devrait recevoir l'Ozempic? Mis à part, bien entendu, les patients diabétiques, là, mais les gens qui ont des excès de poids importants, on parle d'obésité morbide, on parle de gens qui ont fait plusieurs essais avec différents efforts pour essayer de perdre du poids. Moi, je pense que pour être quelqu'un qui a vécu avec des problèmes de poids pratiquement toute sa vie, on est conscient des efforts que ça demande. Et quand on peut avoir un petit coup de pouce, mais là, on parle pas d'esthétique, là. On parle de situations où des gens avec des indices de masse corporelle importantes et qui sont vraiment, où on pourrait caractériser le risque, on est capable relativement simplement de calculer le risque pour la santé, pour les gens. Les sociétés savantes sont là pour déterminer ces clientèles-là, mais dans une situation où on peut avoir accès aux médicaments sans limite, je suis profondément convaincu que ça serait des choses qu'on pourrait évaluer. Oui. Professeur Turgeon, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il existe comme médicament pour aider les gens à perdre du poids, déjà? La principale, les plus efficaces, c'est cette famille-là, la famille des GLP-1. On a actuellement sur le marché, là, si on va avec le nom commercial, l'Ozempic, le Mounjaro, le Trulicity, le Victoza, le Wegovy. Donc, il y en a quand même quelques-uns dans cette famille-là.
Est-ce qu'on a d'autres familles de molécules qui... La seule autre qui était vraiment sur le marché depuis quelques années, c'est la famille de, juste le nom commercial en tête actuellement, c'est le Xenical, qui était un médicament qui réduisait l'absorption des gras, mais qui avait des effets gastro-intestinaux assez importants, ce qui rendait son utilisation honnêtement assez compliquée. C'est jamais un médicament qui était très populaire. Puis pratiquement toutes les autres choses qui ont été mises sur le marché dans le passé se sont avérées dangereuses d'une manière ou d'une autre ou peu efficaces. Donc actuellement, outre le Xenical, c'est pas mal les agonistes de la GLP-1 qui sont les seuls et meilleurs choix à mon sens. Entendu. Oui, allez-y, Monsieur Desgagnés. François, oui, il y a le Contrave également. J'avais oublié le Contrave, absolument. Merci. Contrave, ouais. OK. Qui est cette molécule? Qu'est-ce que c'est? Le dernier médicament? Le Contrave qui va plus jouer sur le besoin de manger, en un sens, la satiété. Pourquoi je pense que le Contrave m'échappe un peu, sans doute parce qu'il n'est pas couvert, quoique c'est le cas également pour les autres. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, question de coûts là, qui vont bloquer à ce niveau-là. Entendu. Monsieur Desgagnés, vous avez émis à l'Ordre des pharmaciens du Québec un avis conjoint avec le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à propos du réapprovisionnement de l'Ozempic. Que recommandez-vous? En fait, ce qu'on recommandait, parce que quand on a émis c'est pas une directive, en fait, on appelait les professionnels à agir avec responsabilité dans une situation de crise, c'est-à-dire de pénurie. Puis on était à ce moment-là au sommet de la crise. C'était de dire écoutez, respectez. On incitait les professionnels à ne pas initier de nouveaux traitements avec l'Ozempic. On incitait également les professionnels à respecter les lignes directrices de l'INES, c'est-à-dire l'Institut national d'excellence en santé, c'est-à-dire de prescrire ce médicament pour des patients diabétiques, d'éviter d'initier des traitements qui seraient comme un peu hors indication. Donc, en fait, c'était pas une obligation vers les professionnels, c'était d'inciter les professionnels à avoir une pratique responsable dans une situation où l'approvisionnement était extrêmement compliqué pour les pharmaciens. Oui, professeur Turgeon. Oui, je pense que en pratique, parce que je pratique aussi en pharmacie, une des questions qu'on se posait puis qu'on devait se poser, c'est qui en a le plus besoin. On atteint ce point-là tellement il manque de médicaments, puis c'est pas le seul médicament pour lequel c'est le cas, mais parmi nos patients, lesquels en ont le plus besoin, parce qu'il y en a pour qui, oui, ce sera un plus, mais d'autres pour lesquels c'est très important. Donc, cette individualisation-là, à mon sens, devenait très importante pour nos patients. Oui, M. Desgagnés, est-ce que les personnes concernées y avaient accès, justement? Écoutez, moi je voudrais saluer le travail des pharmaciens, des pharmaciennes dans toutes les pharmacies au Québec qui ont dû jongler avec des situations extrêmement compliquées. Moi, personnellement, en plus de la présidence de l'Ordre, je suis encore également en clinique et je travaille encore dans les pharmacies et je peux vous dire qu'on a eu à gérer des situations qui parfois étaient compliquées, émotives et je peux vous dire que on a eu à changer des patients de traitement, de changer de molécules. On a eu, dans certains cas, à suspendre les traitements pour des gens que, comme le professeur Turgeon vient de le dire, c'était utilisé peut-être pour la perte de poids. On a dû diminuer des doses. Ça a été très complexe. Mais en général, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun patient qui est resté devant rien. C'est-à-dire qu'on pouvait lui dire qu'il n'y avait aucune solution. C'était soit qu'on changeait la molécule ou qu'on ajustait la thérapie. Donc, les pharmaciens méritent un coup de chapeau dans ce domaine-là. Ils ont été courageux et ont été efficaces et professionnels. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Est-ce qu'on devrait, professeur Turgeon, s'inquiéter de pénurie de ces médicaments-là? Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler un petit peu l'origine et les impacts de cette pénurie-là? L'origine de la pénurie... Bon, c'est difficile à dire puisqu'on a l'information. C'est devenu populaire sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de vedettes. Mais on a vraiment l'impression que c'est l'augmentation de l'offre qui a surpris le fabricant. C'est le fabricant qui pourrait le dire. De demande, vous avez absolument raison. Je pense que c'est l'augmentation de demande qui a surpris le fabricant au-delà de ce à quoi il s'attendait. Puis l'Ozempic, oui, là, les stocks sont bien rétablis, ça va beaucoup mieux, mais un de ses compétiteurs, le Mounjaro, qui est sorti dans les derniers mois, lui, maintenant, est en rupture de stock. Donc,
c'est quelque chose qui est endémique, les ruptures de stock en général. Ces molécules-là ont de la misère à se replacer, je pense, en raison de la demande. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui nous manquent également pour un paquet de raisons diverses. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que comment on fait pour réussir à répondre à la demande des personnes diabétiques et des personnes qui sont en surpoids et qui veulent maigrir? Comment on jongle avec ça? Je crois qu'une des réponses importantes, c'est de prioriser les patients selon leurs problèmes de santé. Donc, d'y aller avec ceux pour lesquels le médicament serait le plus bénéfique, ce qui signifie généralement les patients diabétiques. Puis même à l'intérieur des patients diabétiques, les patients diabétiques dont le diabète est encore moins bien contrôlé. Ceux pour lesquels ce l'est mieux, la molécule est peut-être moins nécessaire également, moins nécessaire à une pleine dose. Puis c'est un peu ce que M. Desgagnés disait quand on a fait des choix, des explications aux patients. Donc, pour cette molécule-là, ça va être de faire des choix comme ça. La solution durable, ce serait que la production soit suffisante à un certain point, et je crois qu'elle le sera. Mais si je peux dériver sur un autre sujet qui est lié, comme je dis, il y a plusieurs autres molécules pour lesquelles on a des problèmes, souvent des molécules moins dispendieuses, où là, c'est plutôt notre capacité à obtenir le produit qu'on importe de l'étranger qui devient un problème. Les gens qui ont des médicaments chroniques le savent. Leur pharmacien va souvent venir leur dire, j'ai pas de ce médicament-là. Il va revenir dans 2 à 3 mois. Mais j'ai des génériques, peut-être que j'ai d'autres. Quand je dis ça veut dire que toutes mes génériques. Parce que souvent, ces compagnies-là se fournissent grosso modo au même endroit. Si une est en rupture de stock, la majorité vont finir par l'être, ou il va y avoir tellement de demandes sur ceux qui restent qui vont être en rupture de stock de toute façon. Donc, on n'a pas le choix de changer pour d'autres médicaments, d'autres molécules actives. Un exemple très concret actuellement, le tamsulosin, qui est un médicament pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Très, très, très courant. Pas disponible depuis 2 à 3 mois. Ce que les pharmaciens font partout au Québec, c'est de changer pour d'autres molécules similaires pour continuer à contrôler la maladie, puis s'ajuster selon la réponse des patients. Oui. Est-ce que dans cette famille-là, oui, M. Desgagnés? Oui, j'allais vous dire, je m'excuse de vous interrompre. Non, pour poursuivre ce que le professeur Turgeon disait, on est dans un paradigme, un changement de paradigme complet au niveau de tout ce qui est commercialisation des médicaments d'ordonnance, où les patients, puis ça, vous avez dû vous en rendre compte, si vous faites tout simplement qu'écouter la télé un petit peu. Vous voyez des publicités, de nombreuses publicités. Avant, c'était un phénomène qu'on voyait seulement aux États-Unis, sur les réseaux américains, mais maintenant, même au Canada, il y a beaucoup de publicités sur les médicaments. Les compagnies détournent un peu le sens de la loi en disant aux gens, informez-vous sur ce médicament-là, sans nécessairement dire à quoi il sert, parce qu'ils n'ont pas le droit d'associer le nom à une indication, mais les gens ont accès facilement avec Internet d'aller voir. Donc, le paradigme a changé, c'est-à-dire les gens se présentent devant le pharmacien, devant leur médecin en disant, moi, là, je veux ça. Et là, je vous parle même pas de tous les réseaux sociaux, tout l'impact des réseaux sociaux. J'assistais il y a 2 ans au congrès de la Fédération internationale de pharmacie à Séville. Puis à ce moment-là, on avait des collègues australiens qui nous avaient dit le phénomène des pénuries d'Ozempic commençait en Australie, où 2 ou 3 influenceurs sur les réseaux sociaux avaient dit « J'ai perdu 30 kilos avec l'Ozempic » et ils ont vécu une explosion de demandes d'Ozempic. Ils ont dû à ce moment-là limiter l'usage au diabète. Donc, tout ce qui est... La société va devoir se questionner sur justement le principe de la publicité et du rôle des médias sociaux sur l'utilisation et la commercialisation des médicaments, parce que ça a complètement changé la donne. Oui, c'est un point intéressant. Je vais rester avec vous. Votre ordre veille donc au bon usage des médicaments. Donc, utiliser un médicament pour des indications qui ne sont pas initialement prévues, ce qu'on appelle off-label. Dans ce cas-là, la perte de poids, est-ce que c'est un bon usage finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas dire justement, je sais que c'est délicat, mais vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais ce médicament n'est pas fait pour ça? Est-ce que professeur Turgeon me sourit? Mais allez-y, c'est compliqué, hein? Oui, monsieur Desgagnés d'abord. Oui. C'est complexe parce que le problème, c'est que le fabricant d'Ozempic commercialise également un produit qui s'appelle le Wegovy, qui est du sémaglutide, mais avec l'indication de perte de poids. Mais le problème, c'est que le Wegovy, il n'est pas disponible encore au Québec et au Canada. Le fabricant, pour avoir parlé à la compagnie la semaine dernière, ils m'ont confirmé que ce médicament-là devrait arriver au printemps, donc pas tard ce printemps, c'est-à-dire soit au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand on prescrit l'Ozempic pour un patient pour la perte de poids,
écoutez, la valeur thérapeutique, on le sait que le sémaglutide, ça fonctionne pour ça, sauf que le produit qu'on utilise n'a pas cette indication-là. Éventuellement, on va avoir accès au Wegovy, qui a l'indication pour la perte de poids. Mais comme je dis, moi, je peux bien comprendre un professionnel, un médecin, de vouloir accompagner son patient dans une démarche sérieuse qui pourrait éventuellement prévenir des maladies dans un délai là, qui est souvent prévisible. Oui. Mais est-ce que c'est ça, c'est que ce médicament-là va arriver en avril, juste au moment où on commence à rêver de l'été, à rentrer dans nos bikinis? Donc, il y a ça aussi. Il y a tellement de pression pour maigrir et perdre du poids aussi dans la population générale et pour les jeunes filles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui sont peut-être plus questionnables? C'est clair que cette pression-là sociale, c'est une discussion et une conversation qui doit être constante. Surtout quand on fait juste regarder. Moi, j'ai une jeune fille là, de 24 ans, puis parfois je suis avec elle sur le canapé, puis elle regarde ces choses d'Instagram, puis c'est seulement ça qu'on voit, là, des corps parfaits, des visages parfaits. Mais ça, c'est pas juste au niveau du poids, là, des jeunes de 21 ans qui vont requérir, qui veulent avoir le botox pour améliorer l'allure de leur visage. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Il faut inciter les gens à être à l'aise avec leur corps, mais également à adopter des comportements de santé qui sont positifs puis qui sont... Oui, parce que ça ne veut pas dire que même si on est en surpoids, qu'on est forcément en mauvaise santé. Je veux dire, on parle d'un surpoids, modéré, on se comprend. Moi, pour avoir parlé, je m'excuse pour faire encore un petit bout, pour avoir parlé à des collègues médecins spécialistes, endocrinologues, le problème avec la prescription de l'Ozempic, c'est pas de prescrire, d'utiliser ce médicament-là pour des patients qui sont vraiment en excès de poids important. C'est la pression que les prescripteurs ont pour des gens qui sont en léger surpoids, mais qui ont cette obsession-là du corps parfait. Donc, il y a beaucoup, comme je vous dis, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le paradigme qui a changé, c'est la pression que les patients mettent auprès des professionnels pour obtenir le produit. C'est ça qui est très difficile. Oui. Professeur Turgeon, combien ça coûte ce traitement-là et quels sont les effets peut-être bénéfiques ou secondaires plus maléfiques donc de l'Ozempic à court et à long terme? Est-ce qu'on le connaît? Si on regarde sur de l'Ozempic à dose régulière, là, qui peut atteindre la dose standard, on parle d'un probablement de 240 à 250 $ par mois, qui peut être couvert dans certains contextes, sur certains plans d'assurance, mais qui souvent ne le sera pas si on est dans une indication pure et dure de perte de poids. Souvent. Absolument. Et les effets désirables. Les plus communs sont vraiment gastro-intestinaux puis sont liés à l'effet du médicament. Je parlais de réduction de la vidange gastrique. Si je vide moins, surtout si je mange plus, ballonnement, nausées, maux d'estomac. Des fois, il y en a qui vont plus rapporter des problèmes au niveau inférieur, constipation, diarrhée, des choses comme ça, mais on reste très, très, très gastro-intestinal comme problème. C'est surtout ce qui va être rapporté. En théorie, des hypoglycémies seraient possibles, pas tant par l'effet du médicament que parce que les gens vont moins manger, mais ce serait quand même surprenant. Sinon, à long terme, il n'y a pas vraiment d'effets indésirables qui ressortent au meilleur de ma connaissance. Ou qu'on connaît. Ça reste que le médicament n'est pas sur le marché depuis excessivement longtemps. En perte de poids, il sera souvent pas nécessairement pris à long terme. C'est plutôt chez nos patients diabétiques où là, il sera pris pour plusieurs années. Oui. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui semble ressortir de outre mesure négatif par rapport à ça. On doit avoir un bon 5-6 ans de recul au moins avec le médicament. Donc, tout va bien jusqu'à présent. Entendu. Donc, l'approvisionnement en Ozempic semble revenir à la normale actuellement. Il va y avoir sur le marché, donc on a dit, un produit spécifiquement pour la perte de poids qui s'en vient avec la même molécule, là, au mois d'avril, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on ne crée pas des attentes et est-ce que les compagnies ne devraient pas justement prendre une part de responsabilité et de sens éthique face à tout ça, Monsieur Desgagnés? Je sais qu'on l'a abordé un petit peu, mais je veux dire, le fardeau de la preuve, on va dire. Tout à fait. Et ça faisait partie d'une lettre ouverte que j'ai signée, qui est apparue dans le journal Le Devoir, justement, sur la responsabilité des fabricants par rapport à ces pénuries-là. Moi, pour avoir discuté pendant le pire de la crise avec les gens du fabricant,
Et je leur ai demandé, pouvez-vous demander, au moment où on se parle, de cesser la publicité à la télé? On n'avait pas de produits dans nos pharmacies. Et il y avait quand même la publicité sur les bandes, autour de la patinoire, au Centre Bell. Ah oui. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a une conscience. Et cette crise-là qu'on a vécue, qui a été extrêmement médiatique, malgré le fait que les pharmaciens ont à gérer des problèmes de pénurie depuis des années. Et malheureusement, ça s'améliorera pas. Mais sauf que la situation de l'Ozempic a été très médiatique. Je pense que c'est une occasion unique de se questionner. Et les fabricants doivent assumer une partie de la responsabilité. Je le dis, c'est une conviction profonde et c'est très fort ce que je dis là. Les fabricants doivent assumer cette responsabilité-là. Les décideurs également, les gouvernants doivent s'assurer que les fabricants aient une imputabilité lorsqu'ils mettent les patients dans des situations aussi pénibles. Les patients et les professionnels. Oui, parce que ça ne peut pas reposer juste sur les épaules de l'individu qui, lui, est poussé justement à maigrir. Donc, les médicaments, tels l'Ozempic, on ne remplace pas, sans doute, la nutrition, l'exercice. On va insister un petit peu là-dessus. Professeur Turgeon, pour finir avec vous, d'après vous, quel est le futur de cette utilisation de l'Ozempic et des mêmes molécules? Moi, je crois effectivement qu'il y a une utilisation future pour aider à la perte de poids dans des contextes qui vont être bien définis. Je crois que ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu à définir ces contextes-là. Puis pour revenir à ce que vous venez de mentionner, une question à laquelle on n'a pas nécessairement la réponse, c'est est-ce qu'une perte de poids à sa face même est bénéfique pour la santé? Oui, probablement, mais en même temps, la perte de poids souvent est plus associée à des changements d'alimentation, augmentation de l'activité physique, etc., qui sont également bénéfiques pour la santé. Donc, est-ce que la perte de poids juste au médicament est bénéfique? Probablement un peu. Est-ce que si elle n'est pas liée à d'autres changements aux habitudes de vie, elle l'est autant? On pourrait avoir tendance à croire que non. Par contre, actuellement, je spécule. C'est pas des choses qu'on sait clairement. Donc, je crois clairement qu'il y aurait une place aux médicaments pour aider à la perte de poids dans plusieurs contextes. Actuellement, le surpoids est probablement le facteur de risque modifiable de maladies chroniques le plus important maintenant que les gens fument de moins en moins. Donc, on peut faire quelque chose là-dessus qui va être bénéfique pour la santé des jeunes, la santé de la population, mais il nous reste à trouver vraiment le comment l'utiliser, où le placer. Puis je pense qu'on a quelques années encore pour trouver ça. Oui, pour y réfléchir. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de François Turgeon, pharmacien et professeur adjoint de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, et Jean-François Desgagnés, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robart-Cher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la. Et visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique